insolite vous ouvre ses portes. Prenons maintenant possession des ondes. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Zone Insolite. Nous sommes des gens de l'Association québécoise d'ufologie. C'est notre deuxième émission. Ça fait plaisir de vous revoir, de vous reparler un peu d'ufologie. Nous allons avoir, en premier, je voudrais un peu, vous allez voir, à cause de la pandémie, le son ne sera peut-être pas optimal suite à ce que nos interventions se font à l'intérieur de vidéoconférences. Alors, on s'excuse pour le son, mais vous allez voir si la qualité du son est so-so, mais la qualité du contenu, elle, sera présente. Et à parler de contenu, nous allons avoir dans l'émission le plaisir de parler avec Michel Deasy qui va nous entretenir sur le groupe d'intervention technique dont je vous avais mentionné le mois dernier. C'est un groupe de spécialistes de vétérans d'armée qui est en support à notre direction régionale, nos enquêtes, lors d'enquêtes. Et Michel va parler du fameux cas de Saint-Faustin suite à la présence d'une entité assez étrange dont j'avais également été impliqué. Par la suite, Yvon Latour qui est le vice-président, qui est responsable de la direction régionale, il va nous parler de deux cas qui ont été enquêtés, un cas qui a été démystifié, puis un cas qui est toujours en cours, malgré quelques années. C'est vraiment très, très intriguant, ce cas-là. Et moi, par la suite, je vais aller fouiller dans les archives de l'AQU pour prendre le fameux cas de Mirabel, un cas d'un couple, d'enlèvement allégué d'un couple. Mirabel qui a fait le tour pas mal du monde, et je peux vous dire qu'on n'est pas en reste tant qu'à la, comment dirais-je, complexité et l'importance de cas au Québec. C'est vraiment quelque chose, là. Et je vais vous parler en long et en large que j'étais l'enquêteur principal là-dessus avec des régressions hypnotiques, tout ça. Alors, par la suite, ça vient vers la fin du mois, l'Halloween s'en vient, à l'occasion des soupers de l'AQU, on recevait toujours le groupe APA Paranormal. Pat Sabourin, Isabelle. Et en passant, je suis très heureux d'apprendre qu'ils vont avoir également leur propre émission au sein de Zone Insolite. Qu'ils ont leur propre émission et je suis vraiment très, très content pour eux. Ce sont vraiment des bonnes personnes. Alors, au lieu de les recevoir, on va vous parler de cas paranormal. Je vais vous parler du bien, puis vous allez comprendre pourquoi que j'ai pas resté longtemps comme enquêteur de paranormal dans ces phénomènes-là. C'était vraiment pas mon sac de, ma poche de thé ou dans le sac de thé, whatever. Comment vous dites ça? Mais vous allez comprendre. Et vous allez avoir aussi également de parler à Ricardo, Jean, Yvon, merci à André aussi. Et Michel va être là. Et également là, je vais laisser la parole à Ricardo. Ah oui, parce que lors de la dernière émission, on a parlé de la fameuse cloche allemande. Puis je l'avais nommé. Je lui ai dit que ça s'appelait en allemand Die Glocken. Le Die Glocken, c'est le pluriel de cloche. En vérité, c'est Die Glocke. Donc, Die Glocken, ça veut dire les cloches. Die Glocke, ça voulait dire la cloche. Donc, c'est la cloche que j'aurais dû dire. Donc, c'est juste un petit erratum comme ça. On avait parlé de ça dans le cadre des objets volants qui avaient été découverts. Je me souviens plus c'était où, là. En tout cas, comme à Kecksburg, il avait découvert un objet comme ça qui ressemblait à ça. Puis que les nazis on n'avait pas su, mais on avait pensé que les nazis auraient pu faire un prototype de ce genre-là pour voyager dans le temps. En tout cas, c'est juste pour faire un petit erratum comme ça. Parfait, merci beaucoup. Merci, Ricardo. C'est vrai, je l'ai dit que Ricardo, c'est un état encyclopédie. Donc, si vous voulez bien, nous allons débuter avec notre Michel Deasy. Bonjour, Michel. Bonjour, Gilles, ça va bien? Ça va très bien toi-même? Oui, ça vient du bon sage. Alors, je me présente. Mon nom, c'est Michel Deasy. Comme Gilles Milot vous a mentionné, je suis directeur du groupe d'intervention technique sur le terrain. Le but de ce groupe est d'intervenir auprès des directeurs de région et à leur demande pour un soutien technique.
de plus legit, on a nos propres enquêtes. Pour revenir à ce que M. Milot nous a dit tantôt, on a eu un cas assez spectaculaire à Saint-Faustin-du-Lac-Carré. Mais juste prendre un petit 30 secondes, c'est une petite note personnelle. Afin de préserver l'identité de certaines personnes impliquées directement au dossier, je ne dévoilerai aucunement le nom des témoins oculaires. Le témoin principal, on peut nommer son prénom, c'est une femme âgée dans la mi-vingtaine, contacte notre association et Gilles Milot, prend lui-même le dossier et me demande de le citer par la suite. Si vous regardez si vous voulez lire un peu plus sur le dossier, vous pouvez aller voir en date du 8 juillet 2017, dans les cas signalés, dans la rubrique des cas signalés, vous allez pouvoir voir le response. Okay. Dans son rapport, il nous dévoile en date du 8 juillet 2017 la présence d'une ovni dans le ciel de Saint-Faustin-le-Carré. Par contre, quelques jours avant, Caroline a été témoin d'une expérience assez traumatisante. Je vous explique. Un soir, vers la fin juin, elle se promenait avec son chien pour aller faire ses besoins sur le chemin des Jardins, tout près de chez elle. Puis, à un moment donné, elle a vu une entité, disons, en biais avec elle, environ une cinquantaine de pieds l'autre bord du chemin. Son chien n'a pas réagi. Elle a été pas mal surprise. À première vue, on parle d'une entité d'environ entre 6 et 7 pieds de haut, poilu comme un ours, mais sans visage. C'est assez compliqué à mentionner parce que il y avait pas mal. Moi, je pense qu'elle avait vu de dos en prévu, hein. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle elle nous a mentionné quand on est allé sur place que le visage, c'était comme, il y avait un peu de brouillard ce soir-là. C'est comme s'il y avait un ombre sur son visage. Exact. Fait que là, elle a eu assez peur, cette Caroline-là. Fait que elle est retournée chez elle. Je sais qu'elle a communiqué avec son conjoint. Je crois que c'était Jonathan, si je me trompe pas. C'est ça, Gilles, Jonathan? Non, c'était... un peu. En tout cas, c'est pas bien grave. Ouais, c'est pas grave, anyway. Alors, son conjoint a lâché sa job, puis il est allé la rejoindre chez elle. Par la suite, ils ont communiqué avec certaines personnes, puis ils ont entendu... quelques heures après, la jambe de pas sur la maison, sur le toit de la maison. Leur première réaction, ont été tellement surpris, ont embarqué dans leur voiture, puis sont partis vers Sainte-Agathe. Les journées passent, tout ça, puis par la suite, je sais que Gilles Milot a eu le dossier directement par l'entremise de notre site web sur l'AQ. l'Association québécoise d'ufologique. Et puis, Gilles Milot a communiqué avec moi si je serais disponible pour aller faire une vérification sur le terrain. Alors, j'ai communiqué moi-même avec un de mes amis. On a décidé d'aller passer une soirée. Question de voir l'endroit exact où l'événement s'était produit. Puis, on a rencontré sur place Caroline. On est allé voir carrément dans les environs. On est rentré dans le bois. On a vu des affaires assez spectaculaires parce qu'habituellement, quand vous rentrez dans le bois, vous avez si vous prenez une branche d'érable ou une branche d'orme, puis vous essayez de la plier d'un bord, ça va bien d'un bord, mais si vous essayez de le plier par l'autre bord, vous avez de la résistance. Puis c'est assez bizarre de voir. Il y avait comme un chemin sur environ 200 pieds. Toutes les arbres étaient pliés du bord contraire que l'on peut faire habituellement. Fait qu'on a pris quelques photos, puis on s'est dit, bon, ben là, on voit pas grand-chose, puis on va ramasser nos équipements. On a pris certaines informations avec les gens du coin. Puis, quelque temps, vers la fin août, on est allé sur place. On s'est situé, on a trouvé une clairière environ
1,5 km du chemin des Jardins. On s'est installé. Le premier soir, on était arrivé là, il était environ 10 heures le soir. Puis notre but, c'était de passer la nuit. On a fait des vérifications. On était très bien équipés pour passer la nuit avec nos équipements techniques. La première... Votre chien? Oui, on était accompagné de mon ami Eric a un chien, un pitbull entraîné pour l'attaque. Puis c'était une sécurité de plus pour nous. Là. On sait jamais qu'est-ce qu'on peut rencontrer dans les bois. Ça peut être un loup, ça peut être un ours, ça peut être un coyote dans ce coin-là. Je pense qu'il y en a plusieurs. Là. Fait qu'on se sentait un petit peu plus équipé, puis c'était plus sécuritaire pour nous. Fait que, le premier soir, rien de spécial. On a vu un objet volant non identifié dans le ciel. On l'a pris en vidéo. Puis quand on est retourné à la maison, vers les petites heures du matin, j'ai mis la vidéo sur mon ordinateur. Puis c'est bizarre parce que à l'œil nu, on voyait on a enregistré pendant une demi-heure. La minute qu'on l'a mis sur l'ordinateur, j'avais 15 secondes. Donc là, on s'est dit, bon, on n'a peut-être pas les bons équipements, tout ça. Fait que on s'est couché, on s'est reparlé en après-midi, puis c'était entendu qu'on allait passer une deuxième nuit dans la même clairière, pas loin du chemin de la montée des Jardins. Pour ceux qui disons le secteur, là, c'est montée des Jardins, secteur Lac-Supérieur. Fait qu'on est retourné dans notre petite clairière, puis ce soir-là, c'est un petit peu plus frisquet que la veille. On a décidé de se faire un petit feu. Le ciel était ça sombre, là. Tu sais, il y avait pas des nuages, mais tu voyais que le froid était pour s'établir là, pour la nuit, tout ça. Fait que parle, jase, puis on écoutait avec nos écouteurs. Nous avons un kit d'écouteurs pour ce genre de casque d'écoute qu'on a, puis on peut entendre pour amplifier les sons, hein, je pense. Pour amplifier le son. On peut entendre un animal à 200 pieds crier ou je sais pas trop quoi là. Anyway. Fait que je reviens à mon histoire. Fait que vers environ 1h du matin, on a entendu un bruit assez strident. Vous savez, pour les chasseurs, quand vous allez à la chasse, vous entendez un orignal avec son panache toucher les arbres. Vous savez qu'est-ce que ça fait. Hein? Ça c'est strident, ça c'est énervant. Des craquements, là. C'est ça. Vous pouvez réparer avec votre arme. Ça. Mais nous, on n'avait pas d'armes ce soir-là, puis on est reculé un petit peu. On est retourné au feu, tout ça. À un moment donné, on a entendu un deuxième cri, un genre de cri de loup, de style là, puis on n'était pas trop sûr. Fait que mon chum Eric, il dit, Michel, on va se séparer. Fait qu'Eric a décidé, lui, Eric, un peu plus en forme que moi, il a décidé de partir en haut de la colline. On est tout le temps en communication avec, on a des walkie-talkies Motorola. Moi, il m'avait laissé McCoy. McCoy, c'était notre chien. La communication était assez bonne. Il voyait rien de spécial sur le terrain. Alors, il est redescendu. On a pris un café, puis peut-être vers les 2h15 du matin, le cri qu'on a entendu, c'était assez capotant. Écoute, on a resté surpris, on a reculé, on s'est reculé en arrière du camion, on a pris, on avait une machette, on avait une bouteille pour les eaux, du poivre de Cayenne. On se demandait qu'est-ce qui était là. Et plus que le temps avançait, plus que le cri était strident. Michel, je pense que McCoy aussi agissait un peu... C'est ça, le chien, regardez, c'est un chien d'attaque, c'est un pitbull qui était entraîné pour l'attaque et la protection de son maître qui est Eric. Même le chien, quand on a entendu ces cris-là,
Je vous le dis, le chien était... J'ai des photos de ça, le chien était à terre, il bougeait plus, ses oreilles étaient baissées. Il était soumis. Un chien d'attaque ou un chien de garde, si vous prenez verbalement, ou un Rottweiler, ou un Doberman, ou même un Pitbull, quand il y a quelque chose qui est incertain devant son maître, le chien va être à l'affût, va être en position attaque, et puis les oreilles vont être assez droites dans les airs. Mais là, ça n'a plus ça pantoute, là. Le chien a eu une mauvaise réaction. Nous, on a eu une mauvaise réaction. Et plus que le temps allait, je vous le dis, là, mesdames et messieurs, je vous le dis, qu'est-ce qu'on a entendu, là? C'était pas un cri de loup. C'était pas un cri d'eau. Je vous en parle, j'en ai encore les frissons à l'heure actuelle. Je vous garantis, ça me passe dans le corps au complet quand j'en parle. Puis, on est chanceux parce que à ce moment-là, nous, on n'a pas eu l'instinct d'enregistrer ce son-là. Mais l'année passée, je crois c'est en 2019, dans le secteur de Kenora, en bordure du Manitoba, il y avait une jeune famille qui était en soirée d'expédition pour regarder les étoiles. Puis notre ami Yvon Latour a pu se procurer cette bande sonore. On va vous la faire entendre. C'est le même cri qu'on a entendu voir là. Je sais pas si André était disponible pour mettre la bande. Alors, imaginez-vous, vous êtes dans le bois, puis vous entendez ce cri-là, mais qui fonce contre vous, là. Qu'est-ce qui peut... Quelle est votre réaction? Je vous garantis. Michel, je peux dire que j'aurais embarqué dans ton pick-up, j'aurais barré des portes, j'aurais sacré mon camp. Ouais, ben, c'est à cause que, disons, on avait pas mal d'équipements de sortie, le chien capotait, écoute, on avait un feu, fallait éteindre le feu, en même temps, lui, Eric, il était avec sa bouteille de poivre de Cayenne, mais là, ça avançait vers nous, là. On le sentait, là, on sentait quelque chose réellement présent, là. On parlait plus de 200 pieds, là. On parlait, là, dans le bois, là, lui, c'était, nous, on était en bas, puis disons, il y a une pente d'environ, je sais pas, moi, disons, peut-être 30-40 degrés, là. Une assez bonne pente. Okay. Là, vous entendez quelque chose qui s'en vient, qui frappe les branches avec ce cri-là, là. Je vous garantis, là, tu restes pas longtemps sur place. Non, je suis d'accord. C'est ça, on a embarqué nos affaires, toute la kit, puis on est parti. Puis là, on a vérifié nos photos dans la semaine qui suit, tout ça, puis on n'avait pas réellement de photos, mais on n'avait pas de son. Moi, par la suite, j'avisais souvent Gilles Milot. Gilles, je retourne sur place, je m'en vais à Saint-Faustin. Je pense que je suis allé ça s'est passé en 2010. Comme je vous ai mentionné, je crois soit juillet ou à août 2019. Là. Anyway, je suis retourné sur place, puis j'avais un pressentiment que quelque chose était pour communiquer avec moi sur place. Quand je suis arrivé dans notre fameuse clairière, j'ai stationné ma voiture en bordure de la route. Puis faut dire que cet endroit-là, c'est des terrains privés. Fait qu'il n'y a pas grand monde qui se promène là. Fait que, il était peut-être 10 heures le soir, là, comme je vous ai mentionné. Comme je l'avais aussi mentionné, j'avais oublié mon appareil photo, j'avais juste mon iPhone. Puis je me suis accoté sur le hood de mon truck. Puis je me sentais observé. Fait que j'ai décidé, c'était bien bizarre, là, qu'est-ce que je pouvais ressentir. J'avais de la crainte, je m'en cache pas. J'étais pas sécure. Fait que j'ai décidé de prendre une série de photos. Puis une fois que la dernière prise de photos j'ai fait,
Réellement, là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose devant moi. C'est indescriptible. J'ai vu une entité noire, mais c'était sombre aussi ce soir-là. Fait que j'ai embarqué dans mon camion, puis je suis reparti assez vite. À ma grande surprise, quand j'ai commencé à regarder les photos, j'étais plus ou moins certain de qu'est-ce que je voyais. J'en ai parlé à différentes personnes de mon entourage imminent, là. Mon épouse, un de mes beaux-fils, que lui aimait ça à la chasse. Puis lui aussi a été surpris. Puis par la suite, j'ai monté mes photos, évidemment, à notre regroupement. Soit Gilles Milot, André, Jean, Ricardo, Yvon. Puis plus que je regardais les photos, j'ai vu une entité, je vois les yeux, je vois le nez. Fait que là, c'est sûr que ces photos-là ont été prises avec de l'équipement primaire. Dernièrement, j'aurais aimé y retourner cette année, mais à cause de la pandémie, disons, les secteurs c'est assez restreint. J'ai quelqu'un qui va... Hier, j'ai communiqué avec une autre personne qui va se joindre, je peux pas vous nommer son nom tout de suite, là, mais qui va se joindre au regroupement sous peu. Puis lui, il était intéressé à venir avec ses équipements, prendre le pouls réellement de qu'est-ce qui s'est passé là-bas, puis de tirer, disons, une certaine conclusion de ce dossier-là. Puis si réellement il y a une entité autre qu'animale ou humaine, tout le monde va être gagnant. Mais je reviens aussi avec le cas en Ontario, que je vais communiquer avec eux prochainement. Là. Je vais avoir pas mal de temps de ça ici. Puis si un jour je peux aller me promener dans ce secteur-là, Kenora, que je connais bien, là, parce que quand j'étais dans les Forces armées canadiennes, j'ai servi au nord de l'Ontario. C'est un secteur énormément boisé, le même type de sapinage comme qu'on a ici dans Laurentides, de l'érable, du pin, un peu d'épinette. C'est ça. Fait que je vais pouvoir vous revenir en 2021 ou 2022 pour la suite des choses. Je remercie Gilles Milot de m'avoir donné l'antenne. Puis ça fait plaisir, Michel. Ça fait plaisir. Mais Michel, il y a eu une, je sais pas si on s'en souvient, il y a eu aussi une genre de mise à jour un camionneur qui se rendrait dans le nord, je crois que c'est le Mont-Laurier. Il a passé exactement à Saint-Faustin sur le 117. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il a vu sur exactement le chemin qu'on prend pour aller à Saint-Faustin, il a vu une entité. Il était à peu près passé minuit de soir sur le coin. Puis quand il a mis ses lumières dessus, bien, l'entité a ouvert le regarder, il s'est poussé en courant dans la forêt. C'était exactement au même endroit. Le même genre de description était similaire à la description. Alors, mesdames et messieurs, nous allons vous faire revenir là-dessus un peu plus avec Michel quand il va faire sa mise à jour aussi du côté de Kenora. Moi, j'ai l'intention également d'aller avec Michel Lézy sur le cas, parce que je le connais très bien. Et on va vous en faire part un peu de tous ces développements-là. Alors, mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a de ça une dizaine d'années, monsieur Yvon Leclerc, qui est un spécialiste des empreintes fossiles au Québec, avait réussi à avoir une moulure en plâtre d'une empreinte d'un pied quand même assez géant. Cette empreinte avait été prise dans les monts Valin, au nord de Chicoutimi. Et des gens avaient attendu des histoires concernant un être d'immense grandeur, en fait de compte, qui se promenait là-bas. Alors peut-être que nous aussi, au Québec, on n'est pas en reste avec des Bigfoot, Sasquatch. On dit pas que c'est ça, mais personnellement, je suis très impliqué là dans cette recherche-là. C'est un dada que j'ai avec l'ufologie. Alors, j'ai bien hâte de voir comment ça va se dérouler, cette enquête-là à Saint-Faustin. Encore une fois, on va vous tenir au courant avec Michel. Et par la suite, on verra bien comment on pourrait interpréter tous ces cris, ces choses-là étranges et bizarres.
OK. Il y en a qui disent que oui, mais c'est-tu de la cryptozoologie que vous faites ou c'est de l'ufologie? Mais il faut comprendre que dans l'histoire ou dans les histoires qu'on reçoit, souvent le phénomène Bigfoot ou Sasquatch est associé à des phénomènes ufologiques. Les gens ont vu passer des ovnis. Et avec les ovnis, ben là, tout à coup, ils ont fait en sorte que comment on va appeler ça, un genre on va l'appeler comme on va l'appeler, le Sasquatch de 7 pieds, 8 pieds, a été vu par des témoins dans les environs. Alors, écoutez, on va vous tenir au courant de ce qu'il y en est, et on vous voit tantôt. Oui, tout de suite après la pause commerciale, et vous allez voir que le contenu de la prochaine section est vraiment, vraiment intéressante. Et à bientôt, mes amis. Bon retour, mesdames et messieurs. Nous sommes avec vous, encore une fois, pour la deuxième partie. Cette partie-là va être consacrée à Yvon Latour, qui est le directeur régional de la région de la Naudière. Alors, Yvon, il va nous parler de deux cas. Un cas à Repentigny, si je me souviens bien, puis un autre cas à Gatineau. Alors, ce sont deux cas quand même assez importants, dont un, Yvon a réussi à démystifier, et l'autre, je pense, c'est encore sous enquête, mais je vais laisser Yvon vous raconter ça. Allez, bon Yvon. Bon, regarde, l'observation à Repentigny, l'observation a été faite le 28 octobre 2018. Dans ce dossier-là, il y a deux observations. La première observation a été faite vers les minuit. La femme du mon témoin principal est au sous-sol, et puis vers les minuit, elle voit la chambre remplie de lumière. Puis quand il descend dans la chambre, va rejoindre sa femme vers les minuit, et il dit ça, comment est la chambre, elle s'est remplie de lumière d'une shot. Et après ça, vers les 3 heures du matin, le témoin principal va à la salle de bain au sous-sol. Et puis, il voit comme 2-3 spots de lumière dans le vide. Ensuite de ça, il entend un bruit, mais à l'intérieur de la maison. Le lendemain matin, il voit sa mère, parce que le jeune homme, il est chez ses parents en visite, là. Il parle avec sa mère de l'observation qu'il a faite. Puis elle dit qu'à 3 heures du matin aussi, elle était debout dans la cuisine, parce que sa madame a fait de l'insomnie. Puis elle raconte la même chose que lui, qu'elle a vu des spots de lumière dans le vide. Il a entendu un son, mais à l'intérieur de la maison, qui dure à peu près 2-3 secondes. Je me suis déplacé sur les lieux à Repentigny avec ma conjointe. Parce que j'avais comme une idée en premier lieu. Bon, je dis, OK, des flashs de lumière, ça se peut être des lampadaires dans la rue, puis il y a un flash, puis le condensateur du lampadaire il a explosé, des choses comme ça. Oui, ça peut arriver facilement. Ouais, mais c'est ça. Fait on était justement, la personne, elle reste sur un coin de rue. Puis on s'est déplacé justement dans le quartier où l'observation a été faite. C'est qu'on a remarqué que dans ce quartier-là, il n'y a aucun lampadaire dans les rues. Il n'y a aucun lampadaire. Moi, j'ai éliminé la lumière des lampadaires. C'est peut-être des fois un condensateur de l'Hydro-Québec qui aurait probablement sauté. Parce qu'à un moment donné, il dit qu'il entend un bruit. Les condensateurs de la maison sont pas mal plus loin, puis avec des arbres en arrière, je pense pas que ça serait produit cette chose-là par rapport à ça. À un moment donné, j'ai communiqué avec le témoin de Repentigny par téléphone. Puis il m'explique la même affaire qu'il avait marqué, puis là je demande pour le son à l'intérieur de la maison. J'ai dit peut-être le son à l'intérieur de la maison, t'as peut-être un problème électrique là. Il me confirme que son père est maître électricien. Fait que on élimine ça par temps, je sais pas ça pendant. Bon, ok. Là, j'ai fait des recherches, puis je venais comme une certaine logique aussi, parce que la maison est sur un coin de rue. Puis il y a pas de lumière dans la rue. Il y a pas de lampadaire. La noirceur. La lumière. Ouais, c'est ça, la noirceur totale. Fait que je me suis dit, le plus logique pour la lumière dans la chambre au sous-sol, c'est que il y a quelqu'un avec une voiture qui a tourné, mais il était sur les hautes. Puis il a flashé les lumières des hautes dans la chambre. C'est ça qu'il y a eu la lumière qui s'est produite là. C'est cette possibilité qu'il pourrait y avoir là pour
que la lumière soit remplie parce qu'il n'y a pas de lampadaire dans la rue puis ça. Après ça, j'ai regardé sur le côté pour le bruit de la maison. J'ai dit, ouais, ça peut venir de où? Là, j'ai fait des recherches, puis dans ce coin-là, pas longtemps avant, peut-être en septembre, gros, septembre peut-être, il y a justement une personne qui s'est fait arrêter parce qu'il y avait un drone qui se promenait dans la ville, dans ces environs-là, avec un drone. Là, j'ai comme allumé un peu, j'ai dit, attends un peu, ça peut être ça aussi. Ah, absolument. C'est que faut prendre en considération que c'est le 28 octobre. Et l'Halloween, c'est le 31. Ah! Le 28, c'est un samedi. Fait que moi, je me suis dit, OK, j'ai dit probablement qu'il va aller 3 heures du matin, les boys ont dit, hey, les 3 heures du matin, on se fait du fun, on sort le drone. Puis, c'est pour ça que j'en ai déduit que les lumières, qui ont flashé dans la vitre, ce serait la lumière du drone. Puis le drone a passé au-dessus de la maison. Mais pour le bruit à l'intérieur de la maison, c'est que toutes les maisons ont tout un élément qu'on appelle pour la plomberie. C'est un tuyau de 4 pouces de diamètre. Ouais, qui sort du toit, là. C'est ça. Puis lui, il dit aussi que le son, ça fait comme un crescendo. Partir de petit en augmentant d'intensité. Moi, je me suis dit, d'après moi, je suis sûr et certain que c'est ça. C'est quand le drone il a passé au-dessus du tuyau, le bruit a voyagé à travers des tuyaux. Parce qu'il faut prendre faut dire aussi que les deux personnes ont entendu ça. Lui dans la salle de bain, elle dans la cuisine. Fait que d'après moi, le son, il a sorti soit par le lavabo dans la salle de bain, qui est fort possible, puis de l'évier de cuisine. La résonance. La résonance qui s'est produite, le son à travers du tuyau qui s'est rendu là. Puis la seule chose là-dedans, c'est dommage, j'ai pas pu rentrer dans la maison parce que sa mère voulait rien savoir de ces choses-là. Puis mais ma conclusion, c'est ça. Si lui il entend ça, puis elle aussi en même temps, c'est que c'est le tuyau d'eau, c'est la veine d'air du toit que le drone en passant par-dessus que il a transformé le son est rentré dans les oui, il est peut-être amplifié un peu dans la maison comme un système de résonance, peut-être quelque chose semblable. Oui, mais c'est Jean, ça se pourrait. Jean, ça se pourrait. Oui. C'est un possible. Phénomène de résonance, là. C'est sûr que on ne sera jamais sûr, mais ça peut être une hypothèse, ça. OK. Merci. OK, c'est que je vais déjà revenir là-dessus pour l'affaire qui m'a allumé par rapport au transfert de son dans les tuyaux. C'est que là, une couple d'années, un moment donné, j'étais chez ma sœur, puis on faisait justement la toiture. Puis j'étais avec mon beau-frère, puis on parlait justement proche des vents, puis ma sœur me rappelle, elle nous entendait parler dans la cuisine. Fait que, c'est là, un moment donné, j'ai associé, des grosses chances que ça soit ça, là. C'est là qu'ils se sont séparés. Ouais. Là, maintenant, je vais vous parler du cas de l'observation à Gatineau. Ça, c'est un cas qui est assez spécial. Ça s'est produit en janvier 1997. J'ai pas de date comme telle parce que on parle de 23 ans, là, mais la personne qui se rappelle, c'est en janvier 97. C'est peut-être au début de janvier 97, dans les alentours du 6 au 10, dans ces eaux-là. OK. Les deux personnes à cet âge-là, il y a, à cette époque-là, c'est deux jeunes personnes qui étudient au cégep de Gatineau. 18 ans puis 19 ans. Puis ils s'en vont, eux autres, justement, pour aller dans un bar. Il est à peu près à 10 heures le soir. Ils sont sur la rue, sur le boulevard de l'hôpital à Gatineau, direction sud. C'est la jeune fille qui conduit, puis le jeune homme est à côté, c'est à côté d'elle. C'est lui en premier lieu qui a remarqué quelque chose, c'est qu'il a dit à sa conjointe, à son ami de l'époque, de se tasser sur le bord de la route pour aller voir exactement qu'est-ce qui était. Les deux ont sorti du char, puis au-dessus de l'hôtel de Gatineau, de l'hôtel de ville de Gatineau, ils ont vu une série de lumières.
qui était très bas, environ à peu près 20 pieds au-dessus de l'hôtel. Que lui, à un moment donné, il a vu ça, puis avec sa conjointe de l'époque, il se demandait bien c'était quoi. C'était comme 2 rangées de lumière, comme superposées un en dessous de l'autre, à peu près de 5 à 6 lumières, qui éclairaient beaucoup. Puis là où ce qui était, les autres, la position qui était quand on arrêtait sur le côté, pour voir l'hôtel de ville, il était à peu près une distance à peu près de peut-être 500 pieds, grosso modo. Lui, on a décidé, il lui a demandé à sa conjointe, à sa blonde de l'époque, d'aller voir pour proche de l'hôtel de ville, pour aller voir plus près exactement qu'est-ce qu'il en était de ces lumières-là. Elle était pas bien friande à ça parce qu'elle avait peur, puis elle a décidé d'y aller. J'y allais pareil. Fait que, là, ils se sont stationnés proche du stationnement de l'hôtel de ville. Puis tous les deux ont sorti, mais elle a sorti, mais elle a rentré tout de suite dans l'auto, sur le côté conducteur, parce qu'elle était encore en genre de stress, elle pleurait, comme elle me disait, puis elle voulait pas être là, tu sais, elle aimait pas ça, ces choses-là. Lui, il est sorti de l'extérieur du véhicule, puis il regardait le phénomène devant lui. Fait que, elle m'a donné, quand je passe, je l'ai eu en entrevue, elle me dit que, selon elle, l'OVNI est à peu près 30 mètres de diamètre, ce qui équivaut à peu près la grandeur du bâtiment de l'hôtel de ville. Il y a comme 2-3 étages en haut, là. Comme la grandeur du toit. D'accord. Puis elle, qu'est-ce qu'elle voit, vu qu'elle est dans la voiture, la fenêtre est ouverte, elle la voit en dessous. Elle, en dessous, il y a 3 lumières positionnées que pour elle, j'ai demandé c'était quoi exactement, qu'est-ce qu'elle voyait. Elle dit, c'est un triangle qu'elle voyait. Parce que les lumières, c'est une forme triangulaire. Pour elle, c'est un triangle. D'accord. La position où ce qu'elle Sa était. position. OK. C'est ça. Lui, le gars, lui, il est à l'extérieur, mais il est debout. Lui, qu'est-ce qu'il y a devant lui? C'est 2 rangées de 4-5 lumières qui forment comme un rectangle. Puis sa perception à lui, mais l'OVNI, c'est une forme de rectangle. D'accord. À cause de Sa position de vision. La position de vision, puis ça. OK. Puis, c'est ça, c'est ça aussi, le cerveau, ça peut être une illusion d'optique aussi, pour la forme de l'OVNI. Parce que le cerveau, à un moment donné, il faut qu'il voit quelque chose, il va se donner, tu peux pas y envoyer ça comme ça, il va essayer de deviner exactement qu'est-ce que c'est. Lui, là, le gars, vu qu'il voit devant lui, ça y forme de rectangle, mais pour lui, l'OVNI, il est en forme de rectangle, parce que le cerveau, il analyse qu'est-ce qu'il voit, c'est rectangulaire, mais il fait un contour au complet rectangulaire. Puis lui, il peut pas voir en dessous, parce que lui, il a pas vu en dessous. Parce que lui, il est debout, mais il peut pas voir, il peut pas voir en dessous parce que les lumières sont bien intenses, ils sont bien éblouissantes, les lumières, fait qu'il il peut pas voir les lumières. C'est compréhensible. C'est vraiment compréhensible, là. Oui. Puis après ça, mais où ce qui était, la position qui était, lui, avec, l'hôtel de ville, est à peu près à 100 mètres. Là, il a vu l'objet se déplacer vers lui. Lui, à un moment donné, il a vu ça, il a avancé pour aller voir plus près. Il était à peu près à 50 mètres de l'objet comme tel. Les lumières se sont fermées. Dans l'espace de quelques secondes plus tard, à un moment donné, il a regardé dans le ciel en plus haute altitude, qui voyait justement une sphère blanche qui se promenait en genre de zigzag, qui faisait un bout, il arrêtait, puis il repartait. Puis les personnes sont habituées de voir les avions parce que dans ce coin-là, l'aéroport d'Ottawa, sont habitués de voir ça. Puis la fille, puis le gars m'ont dit, regarde, c'est pas une chose qu'on connaît. Et si on pourrait remettre ça à l'époque d'aujourd'hui, ça peut être un drone, mais le drone aurait été gros en maudit. Ouais, ben, exact. À cette époque-là, le drone, il fendait ça, là. Cette année-là, le drone n'existait pas comme tel, là. Non, en 97, là. Non, il y en avait moins populaire. Ça existait, mais moins populaire. Oui, exact. Puis, qu'est-ce qui est important aussi, Yvon, c'est que ces 2 personnes-là ne sont plus en couple maintenant, je crois, ce que tu m'avais exprimé. Puis, non, c'est ça. Leur déclaration a toujours été ferme, là. Ils n'ont jamais dévié. Oui,
Non, les deux. J'ai été chanceux parce que je les ai eus en entrevue tous les deux. Malgré qu'ils sont pas ensemble, depuis ça fait 23 ans, ils sont plus ensemble, mais les personnes ont gardé contact en amis. Ah, c'est bien. Je l'ai pas. J'ai eu lui en entrevue, puis j'ai eu la dame en entrevue, puis tous les deux me confirment aussi, là, qu'ils ont jamais vu de forme solide de l'objet. Ah. Ils n'ont jamais vu. Ils me confirment tous les deux. Ils disent, moi, là, selon la position des lumières, ça me donne ça. Puis l'autre personne, ben, selon la position des lumières, ben, c'est ça que ça me donne, moi. Okay. Mais ils m'ont tous les deux confirmé qu'ils n'ont pas vu la forme solide de l'OVNI. À cause des éblouissements des lumières ou? Ouais, mais c'est probablement à cause de ça, parce qu'ils n'ont jamais vu, tu sais, tu dis, à un moment donné, il y a quelqu'un, à un moment donné, ok, ben, ils vont dire, ouais, j'ai vu la forme. Mais non, ils l'ont jamais. Les autres, ils vont se fier selon les lumières qu'ils ont vues. Ouais. Ça fait j'ai fait une recherche, puis j'ai tombé là-dessus. Tu sais, le cas quand il avait arrivé en 1989 à Sainte-Marie de Mont-Noir. Oui. Bon, ok. L'homme, ouais, ça. L'homme en question, un des témoins principaux, lui aussi, il m'en est vers les 5h30 du matin. Il a vu par la fenêtre, il a vu 4 lumières au-dessus de la maison de son voisin. Mais lui aussi, il confirme qu'il n'a jamais vu la forme physique. Il a vu juste les lumières. OK. Fait que, probablement que c'est l'observation qu'on peut voir, mais ça doit être trop éblouissant, on voit pas, peut-être, comme le témoin disait, c'est peut-être aussi que l'OVNI est complètement noir comme la nuit, puis que ça se fond dans le noirceur. Absolument. Puis ils disent aussi, en parlant de ça, que il y a des véhicules qui passent sur le boulevard de l'hôpital. Il y a des véhicules dans le sens inverse. Puis il y a aucun véhicule qui a arrêté. Aucun véhicule, aucune personne à pied qui a arrêté, rien de ça. Moi, j'en conclus que peut-être que, c'est une hypothèse bien entendu, là, c'est que en conduisant, ben, t'es plus concentré sur la route. Si t'es tout seul dans ton véhicule, tu vas être plus concentré sur la route. Puis, il faut savoir aussi, c'est que le monde, ils l'ont tout bien vu, les lumières aussi. Mais on peut bien penser que ça faisait partie intégrale du bâtiment. Ah, ok, oui, du bâtiment de l'hôtel de ville. Ouais, c'est ça. Ou ben non, ils ont passé le chemin, puis ils ont dit, garde, moi je continue tout droit, puis ça serait une possibilité que ça soit ça. Je partirais pas dans d'autres zones, comment je pourrais dire ça, là, des portails, des choses comme ça. On joue plus avec la logique qui aurait pu se produire. Les témoins, le témoin principal, les deux témoins principaux, mais le gars, il a fait tous les dessins de la scène, comment ça s'est produit, c'est tellement bien, c'est bien fait pour le ça. Puis éventuellement, on va le mettre sur la page de la QU, là, comme tu m'as parlé de Gilles. Ouais. Ouais. Pour que le monde peut voir plus exactement de quel sujet qu'on parle. J'ai aucune explication vraiment à ce phénomène-là qui aurait pu se produire en 97 à Gatineau. Mais c'est étrange. Yvon, t'as fait aussi le rapprochement avec un autre cas, avec un OVNI pas mal similaire. C'est ça? Ah oui. Ok, la photo que je t'ai envoyée. Oui. C'est ça, oui, parce que j'ai regardé un moment donné sur le web, puis j'ai vu un moment donné, c'était au Canada en 1996. Ouais. Il y a quelqu'un, ils ont fait comme dessiner une forme d'OVNI, parce qu'il y a plusieurs sortes de formes d'OVNI. Et en 96, qu'est-ce que je vois? Il y a 2 rangées de lumière, une par-dessus l'autre. Ça ressemble bien gros à qu'est-ce qu'il aurait pu voir en 97, là. Ouais, surtout dans leur position de vue, hein? Oui. Ça serait pas mal similaire. Oui, ça serait pas mal similaire. C'est qu'est-ce qui me rapproche de plus, à leur observation ou à eux autres, parce que j'ai jamais entendu parler comme tel que deux lumières, deux rangées de lumières superposées une par-dessus l'autre. C'est la première fois que j'entendais parler d'une sorte d'OVNI comme ça, puis on fouillait, à un moment donné, c'est ça, je vois qu'en 1996, au Canada, mais il y avait quelqu'un qui avait vu
un phénomène, un ovni similaire à celui-là que je pourrais associer avec l'observation de janvier 97. Hein. Oui, absolument. Ben écoute, Yvon, je pense, je te remercie beaucoup. Un cas va probablement démystifier, puis un autre cas encore sous enquête, avec, je pense, c'est Ghislain Corbeil qui est dans ce point-là. Ouais, c'est ça, le Ghislain, ça, il est en train de vérifier ça, mais je pense pas qu'il va aller chercher... Tu peux pas aller plus vite que tu as été faire. Non, c'est justement, là. OK. Donc, OK, merci beaucoup, Yvon. On va passer dans nos archives, chers amis, les archives de l'AQU, et je vais vous parler d'un cas, un gros cas, probablement avec le cas de la croche, probablement les deux plus gros cas que nous avons été, on a dû faire l'enquête, si on peut dire, là. On peut pas dire, on l'a fait. Ça a passé. ça s'est rendu un peu partout à l'international, ça a fait les journaux. Aussi, le Québécois Média s'en est occupé. On a fait des régressions hypnotiques. Là, je veux bien faire attention là sur le cas des régressions hypnotiques. On connaît exactement ce que les précautions qu'il faut prendre, mais aussi les dangers, là, parce que ça peut comporter ces régressions-là. L'hypnose, c'est l'hypnose, hein. Mais en fait, on a pris l'histoire qu'on a eue, on l'a mis sur le site web. On a dû l'enlever pour la bonne et simple raison que le couple en question, les deux ont vécu là, pratiquement le même événement. Ils nous ont demandé d'enlever tout ce qui se rapportait à ce cas-là, parce que leurs enfants, surtout leur enfant, il grandit, il va à l'école, puis ils voudraient pas que cet enfant-là soit, comment dirais-je, présenté, là, que ce cas-là lui soit présenté là, pour le perturber d'une façon ou d'une autre. Alors, on a tout enlevé qu'on avait sur le site web. Les demandes de nos témoins sont ce qui est le plus important pour nous. Nos témoins sont ce qui est le plus important. Alors, on a acquiescé à cette demande. Mais ça n'empêche pas que je peux vous en parler. J'ai là, OK, il n'y a pas aucun problème là-dessus. Et ces gens-là ne vivant pas dans les région de Québec, là, je pense pas qu'il va... j'ai eu le OK, fait que c'est ça qui est le principal. Donc, ça s'est passé là en 2010, le 15 juin en 2010. Ça s'est passé à Mirabel. Alors, à Mirabel, c'est un couple, Cynthia et Joe. Ils étaient près de Mirabel, à Saint-Eustache, il y a un cinéparc qui était connu, le cinéparc Mappers. Alors, le retour du cinéparc de Mappers, c'est vers les 11h, 11h30. Ils ont pris le chemin de 148 pour se rendre, pas le 148, je pense, la continuation, en fin de compte, du boulevard Arthur Sauvé à Saint-Eustache, pour se rendre jusqu'à l'intersection où ça les amène à leur maison à Saint-Scolastique. Donc, je vais vous lire, par contre, le rapport que la première fois qu'ils nous ont contactés, ils ont contacté attendez une seconde, le 28 juillet en 2015. Donc, pratiquement 10 ans après le cas, mais c'est qu'ils ont resté avec ça dans la tête tellement longtemps là, qu'ils ont décidé d'en parler pour se libérer, probablement. Alors, laissez-moi vous lire la description de l'événement, puis après ça, moi, je vais en revenir parce que j'ai enquêté personnellement là-dessus de beaucoup d'heures, beaucoup de journées en plus. Est-ce que Gilles, à quelle année ça s'est produit, ce cas-là? C'est en 2005, Yvon. En 2005, ok, merci. Exactement. Fait que, donc, je vais lire ce qu'ils nous ont écrit, puis je vais continuer par la suite. Donc, ce n'est pas la première fois que l'on était témoin d'OVNI au cinéparc Saint-Eustache. Une fois, nous avons vu un spot de lumière intense faire comme un flip et disparaître dans le ciel. Mais cette deuxième fois était plus intense. Nous revenions du cinéparc quand mon conjoint a vu un objet volant à notre droite. Ça, c'est sur le chemin qui venait à Saint-Scolastique en tournant, là, juste continuer ça de Varsovie en tournant. Je ne voulais pas regarder car j'avais trop peur. Il était énorme et il a disparu à travers les arbres. Il était environ 11h30. Nous sommes allés nous coucher et vers 1h du matin, je me suis réveillé par une lumière intense qui entrait dans la fenêtre de ma chambre, au 2e étage. Il y avait un gros bruit sourd comme un bourdonnement et j'essayais de réveiller mon conjoint qui habituellement se réveille à rien, mais c'était absolument impossible.
le chien était dans le sous-sol et échappait comme un hystérique. J'avais tellement peur que j'ai eu le réflexe de me cacher en dessous de ma couverture, et c'est tout ce que je me souviens. Jamais je me serais endormi comme ça, j'avais trop peur, et jamais mon conjoint aurait dormi non plus. Donc, après m'être caché en dessous des couvertes, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne le sais pas. Sûr et certain que nous, quand nous avons reçu ce rapport-là, nous avons décidé d'aller rencontrer ces personnes-là. Témoins se seraient couchés, endormis vite, rapidement comme ça, quand il y a une grande lumière dans la maison, c'est pas mal étrange. Alors, je me suis rendu sur les lieux avec deux collègues enquêteurs et nous avons procédé à l'enquête, en fin de compte. Là, c'était filmé, tout ça. On a monté à la maison, on a fait le trajet, le fait, tout ce qu'on avait à faire. Mais là, il a commencé à avoir des genres de, comme on voit souvent, des genres de rêves étranges, un peu rangs, tout ça. Et elle m'a demandé, là, c'est Joe ou elle qui me l'a demandé en premier lieu si c'était possible d'aller genre de régression hypnotique pour voir qu'est-ce qu'il en était. J'ai contacté Pierre Caron, notre technicien à l'AQU, pour demander à Pierre si c'était possible qu'on puisse faire quelque chose dans ce cas-là. Aller un genre de régression. Aller en hypnose, même si pour moi, tu sais, on sait pas. Là, tu sais, c'est sûr, ça fait toujours faire attention, mais il faut noter que tout ce qui a été fait en régression hypnotique a été filmé. Donc, on a tous les dossiers en main. Les témoins ont été excessivement en collaboration avec nous, on n'a pas émois dire. Ils voulaient en savoir plus de tout ce qui s'était passé. Et il y a également eu l'implication qu'on pense, nous, des fameux hommes en noir, les Men in Black. Ça s'est passé après l'observation et c'est revenu au souvenir de Joe. Alors, restez en ligne, on vous revient après la pause. Bon, nous voilà de retour. Durant l'intermission, il y aura quand même eu une discussion intéressante avec Jean, Ricardo et Yvon, le groupe au sujet de qu'est-ce qui aurait pu se passer, cette fameuse ce cas-là de Mirabel. Et il pourrait y avoir probablement, Jean, tu parlais, toi, d'un état modifié de conscience ou quelque chose du genre. Pour la partie dans l'autobus, la personne qui me montait dans l'autobus, d'accord, qui disait qu'elle connaissait le paranormal, puis ça peut de privation sensorielle, ou quand on répète un geste répétitif, là, ça peut se produire dans ces cas-là. Là. OK. Mais c'est très rare. OK. On s'excuse du ça, mesdames et messieurs, c'est que Jean n'est pas... c'est sûr, avec la distanciation, là, on est un peu chacun chez soi, là, alors c'est pas facile. Mais l'observation de Jean, quand même, c'est très intéressant. Bon, je vais continuer quand même mon cas. Donc, nous avons décidé d'aller en régression pour essayer de faire un peu plus de lumière. Encore une fois, c'est important que je le dise. Malgré tout ce que les régressions hypnotiques peuvent faire en positif ou négatif, on ne sait pas. On a décidé de prendre l'outil qu'on avait à notre disposition et on l'a fait. Mais il y en est sorti quand même des choses excessivement intéressantes. Donc, on a commencé avec la témoin, la conjointe du témoin, et ça s'est pas fait du premier coup. Il y a eu 5 séances de régression. Ça a duré quand même un certain nombre de temps. Son conjoint a eu au moins les alentours de 4 à 5 aussi de régression. Mais ce qui en est suivi, il y a quelque chose que je voulais vous dire aussi, là. Quand la conjointe du témoin nous a parlé comme quoi que elle attendait, elle voyait la lumière, le chien qui vraiment, en parenthèse, capotait en bas, parce que le chien, il dort toujours dans une cage. Donc, il brassait la cage, c'est quoi le dire. Joe a toujours souffert de problèmes de sommeil. À un point tel qu'il était suivi médicalement. Alors, mais elle trouvait ça étrange qu'il se réveille pas. Comment ça se fait qu'il dormait puis il n'y avait rien qui pouvait le réveiller, le bruit du chien, quoi que ce soit, la lumière intense dans la chambre. Elle avait aucune idée de ce qui se passait. Donc, pour en avoir le cœur
le cœur plus net, en fin de compte, de savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. On a utilisé une méthode, quand même, on doit le dire, controversée, qui est la régression hypnotique. Mais, en fin de compte, on n'avait pas grand-chose d'autre qu'on pouvait faire. Alors, on a décidé, j'ai contacté Pierre Caron, qui était hypnologue clinicien, et on a décidé, c'est surtout le fait que c'est le conjoint du témoin qui avait demandé d'aller en régression pour savoir ce qui s'était passé de cette fameuse nuit-là. Alors, on a tout simplement accepté sa demande. On s'est rendu chez Pierre, à Saint-Jérôme. Donc, Pierre a procédé à la régression. Et je dois vous dire que des régressions, il y en a eu plusieurs, au moins 6 ou 7, pour le conjoint du témoin, et Joe, au moins 5. Alors, nous avons procédé, comme je le disais tantôt, et je vous fais quand même l'histoire un peu brièvement. C'est que c'est trouvé dans un vaisseau. Alors, dans le vaisseau, elle a trouvé qu'il y avait d'autres personnes qui étaient là, mais elle-même, elle était touchée, c'est toujours comme toujours le même pattern qu'on retrouve dans les histoires alléguées d'enlèvement. Elle s'est trouvée couchée sur une table de métal, dénudée complètement, et elle aurait subi un genre d'examen, on va l'appeler ça comme ça, gynécologique. Et même, elle n'est pas gênée de nous dire quand même aussi, là, et je la respecte beaucoup pour ça, que vraiment, c'est fait la vue qu'ils ont inséré un tube dans les parties intimes. Mais le point qui nous a le plus, comment dire ça, estomaqué, c'est qu'elle a dit qu'elle voyait son conjoint sur une autre table. Elle voyait à sa gauche. Alors nous, Joker, c'est pauvre, on a demandé qu'est-ce qu'il fait. Elle dit, je peux pas voir tellement beaucoup parce que je suis comme prise sur la table. Puis elle s'intéressait plus à qu'est-ce que ces entités-là lui faisaient à elle. Donc, par la suite, qu'est-ce que je pourrais vous dire, c'est que lui, Joe, quand c'était à son tour d'aller en régression hypnotique, Joe a raconté à peu près la même chose, mais ils m'ont, moi je leur avais demandé, enfin, c'est comme je l'ai dit, c'est plus qu'une session qui a été faite, de pas communiquer entre eux autres sur ce sujet-là, comme raison, de pas parler parce que ça sert à rien, sinon on annulerait tout parce qu'il y a eu tellement de contamination on n'aurait pu jamais savoir le fond de l'histoire. Ils m'ont promis qu'ils en parlent, qu'ils en parleraient pas, et ils m'ont promis qu'ils n'en ont pas parlé. Donc, quand que Jonathan était, lui, en régression, Jonathan dit comme quoi que il aimait ça. Elle, sa conjointe, a dit comme quoi qu'elle voyait Jonathan à sa gauche. Et Jonathan, lui, nous a dit qu'il voyait sa conjointe à sa droite. OK, c'est pas grand-chose, c'est un détail. Mais quand même, ça montre comme quoi ils se voyaient tous les deux, en fin de compte. Ça collabore. Ça collabore d'une certaine façon. Là. Disons, on reste ouvert à ce qu'on nous dit, là, puis on en discutera tantôt après toi, les amis, si vous le voulez bien. Alors, donc, il y a un point aussi intéressant à venir que je vais vous conter également. Mais pour en revenir, qu'est-ce qui était sur la table, la fameuse table de métal dans l'OVNI qu'ils disent, eux, dans la chaîne extraterrestre, avec les entités extraterrestres que eux nous ont compté. On a élaboré toujours dans le détail. On peut pas, je peux pas tout vous dire parce que c'est des heures et des heures d'histoire qu'ils nous ont raconté. L'important, c'est de vous dire que ce qu'ils nous ont dit, ils se sont trouvés à l'intérieur du vaisseau. Ils ont vu les êtres, ils ont vu comment c'était fait à l'intérieur. Ils se sont vus mutuellement et ont vu également d'autres personnes à l'intérieur de ce vaisseau-là. Et ils ont subi des examens. Et un des examens que Joe a subi, on a pu voir, il m'a montré en fin de compte une marque qui n'a jamais parti. Et il y avait un événement aussi qui était associé à ça, c'est
comme la guérison d'un problème qu'il avait, une pathologie qu'il avait là, à l'intérieur, là, au milieu de son corps, de sa poitrine. D'accord. Ça, on va fermer ça. On peut en revenir à un autre, une constatation quand même assez bizarre. C'est que Joe et sa conjointe essayaient depuis quelques années d'avoir un enfant. Et ça débloquait pas. Et tout de suite, je pense que ce qu'elle m'a dit, à peu près quelques mois, plutôt 2-3 mois après cette fameuse expérience-là, elle est tombée enceinte. Et moi, j'ai rencontré, on s'entend que ça s'est passé, là, à la date de l'observation en 2010. Moi, je les ai rencontrés en 2015. Alors, j'ai eu le temps le petit garçon était là. J'ai pas mal discuté avec eux. J'ai entretenu une belle relation avec ces deux, Joe, sa conjointe. Et Joe me disait comme quoi cet enfant-là il était un peu différent des autres. Je sais pas pu le constater trop, mais assez en avance sur son âge, selon les établissements scolaires, quand il a commencé à fréquenter la maternelle. Après maternelle, pardon. Mais il y a une autre histoire qui est attachée à ça, qui est venue au souvenir de Joe. Joe conduisait des autobus, en fin de compte, à l'époque des autobus, il fait plus ce travail-là. Et un soir, après l'événement qui se serait passé au mois de juillet, le 15 juin de 2010, il conduisait l'autobus, il s'en allait à retourner l'autobus au garage. Il avait fini son chiffre en bon québécois, son horaire. Et sur le chemin de retour, il y avait un monsieur sur un coin où il allait habituellement prendre du monde, qui attendait l'autobus. Mais lui, il avait terminé son horaire, c'est donc, il a décidé de le prendre quand même, avec lui. Puis il l'a amené là, où le plus loin qu'il pouvait aller. Alors, le monsieur en question, il était habillé en noir, mais un peu plus, une soixantaine avancée, avec une barbe, mais avec un chapeau noir, tout habillé en noir. Il s'assied à côté, il était seul dans l'autobus avec Joe, puis le monsieur commençait à lui parler d'expérience ufologique. Là, Joe était surpris, il dit, c'est bizarre que vous me parliez de ça, parce que il m'est arrivé quelque chose. L'observation. Que Joe a continué, lui a parlé, il a conté son histoire. La discussion a eu lieu, mais Joe il se disait à lui-même, pourquoi il me pose tellement de questions, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, lui, il arrivait au garage, à la porte du garage, il dit, monsieur, je m'excuse, mais vous devez descendre parce que je rentre au garage. Il n'y a plus rien. Le monsieur dit, OK, c'est correct, merci. Il a ouvert la porte, il est descendu. Joe a descendu quasiment au même moment, après avoir été mettre l'autobus sur la position neutre, pour aller débarrer la porte pour rentrer l'autobus. Quand il est descendu, peut-être même pas une minute après le monsieur était plus là. Il avait complètement disparu. Il a regardé partout, pas capable de le voir. Excuse-moi, Joe a décidé, il a eu peur, il dit, voyons, il est peut-être rentré dans un bâtisse, puis faire du dévage. Il a fouillé partout, il n'y a aucun système d'alarme qui est parti. Donc, le monsieur a tout simplement disparu. Alors, c'est un ajout un peu à ce fameux cas-là. Nous avons arrêté on a beaucoup comment je dirais, de documents, de vidéos là-dessus. Et on a dû arrêter à la demande excusez-moi, la femme du témoin. Parce que le garçon, il vieillit, puis elle voulait pas que son garçon soit un jour face à face avec ce cas-là, puis c'est vraiment les perturber. Alors, on a arrêté ça. J'ai toujours quand même gardé une très très belle relation parce que Joe m'appelle de temps en temps pour me donner des développements. Ça va bien, ça va très bien. Mais le petit gars, il grandit, il vieillit d'une façon très intelligente, on peut dire là. Mais ça reste comme ça.
Donc, écoutez, ça, c'est un gros cas qu'on nous avait dans nos archives. Si les gars, si vous avez des commentaires, vous êtes les bienvenus. Parce qu'il y a quand même, vous vous en souvenez, quand ils sont même venus à un souper de l'AQU. Donc, nous avons reçu un des soupers et je pense qu'on doit être d'accord, ces gens-là, ils étaient pas là pour bluffer. C'est des gens excessivement simples. Ils veulent en tirer aucun profit. D'autres, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quelque chose que... C'est quand même mystérieux. Tu sais, il y a beaucoup de stéréotypes là-dedans. Comme la personne adore, l'autre personne à côté, il arrive de quoi, cette personne-là se réveille pas, lumière qui rentre à l'intérieur de la chambre. C'est pas mal le standard de si on peut dire, des enlèvements, ça, là. Ah, tu vois. Oui, c'est toutes des informations qu'on retrouve dans les scénarios d'enlèvement extraterrestre. Tout simplement. Puis quand on parle d'hypnose, on voulait dire aussi que nous, quand on utilise l'hypnose à la QU, on utilise l'hypnose juste si les gens ont des épisodes manquants. Pour essayer de leur rafraîchir un peu la mémoire. Mais encore là, il faut toujours rester objectif parce que souvent, les gens, c'est leur narratif qu'on va entendre sous hypnose. C'est pas nécessairement comme ça que ça s'est produit, mais c'est comme ça que eux autres écrivent. Faut faire attention aux références culturelles, puis à tout ce qui peut les influencer, parce que le phénomène des ovnis, c'est très populaire, on le retrouve partout, dans les films, dans les émissions de télé, dans la littérature. Donc, les gens se sont fait une idée préconçue. Ça veut pas dire que les gens sont pas sincères. C'est juste une idée préconçue qui a été faite par leur subconscient du phénomène des enlèvements. Et quand ils racontent l'histoire, en hypnose, l'épisode manquant, ils tentent de mettre une logique dans leur narratif, ce qui fait qu'on entend souvent des narratifs assez extraordinaires, mais il faut toujours rester prudent quand même. Oui. Je pense, Jean, aussi, tu avais soulevé un point intéressant là, sur la paralysie du sommeil. Là. Oui, la paralysie du sommeil, c'est que ça arrive souvent, il y a certains cas que effectivement que par exemple, la lumière qui rentre dans la chambre, la personne qui peut plus bouger, qui peut pas réveiller son conjoint, ça peut arriver dans des cas de paralysie du sommeil. Oui, dans ce cas, elle pouvait bouger, hein, parce qu'elle a mis ses couvertes par-dessus sa tête. Oui. Mais il y a une partie elle attendait le chien, en plus, là. Elle attendait le chien. Ouais, il y avait une certaine paralysie, mais tu sais, on retrouve ça dans... Il a fait le sentiment de présence alentour, là, quand il est dans le... Ça, c'est un phénomène de paralysie du sommeil. Nous, avant, dans les années comme 19e siècle, les gens écrivaient des espèces de... Succube incube. Ouais, ils décrivaient des personnages diaboliques. Aujourd'hui, le phénomène des paralysies du sommeil, les gens vont décrire plus un phénomène, comme tu dis, un phénomène extraterrestre. Ils vont voir des entités. Ça veut pas dire que ça s'est pas produit non plus. C'est juste que c'est un phénomène qui existe. D'ailleurs, moi-même, on m'a déjà mis pendant 24 heures là, dans un endroit à l'hôpital à Montréal, à Sacré-Cœur, en 2005. Pendant 24 heures, on voulait m'observer pour voir s'il n'y avait pas des réactions à ce niveau-là. Là. Puis, on m'est jamais revenu. Peut-être que c'est trop effrayant, je sais pas, mais on m'est jamais revenu là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que la paralysie du sommeil, c'est un phénomène qui est réel. Les gens peuvent voir des choses incroyables. Puis il y a aussi le phénomène qu'on appelle des rêves, l'état modifié de conscience de rêve. Autant dit, c'est dans un état entre l'état du sommeil et l'état du rêve. Puis on a déjà vu des gens qui se sont levés debout, puis il était encore en état de rêve, en état modifié de conscience. Ouais, l'esprit a des mystères, hein. L'esprit a des mystères. OK, ça peut arriver. Comme état modifié de conscience, comme j'ai mentionné tantôt, c'est l'épisode de l'autobus. Ah oui. Okay. Ça peut être une des hypothèses. Ça veut dire qu'il y a une période où, quand on répète un geste machinal, on a peu de stimulus sensoriel, ça aurait pu se déclencher à ce moment-là. Mais évidemment, on n'a pas de preuve, là, c'est une possibilité parmi d'autres, là. Parce que le fait que quelqu'un qui est sorti, qui avait comme plus rien, soit disparu subitement, puis aussi, normalement, on débarque jamais un passager dans le garage, là.
Non, il était pas dans le garage. Il était à la porte du garage, tu sais, parce qu'il a descendu pour débarrer la porte pour rentrer, parce qu'il était tard, très tard. C'était son dernier horaire. Alors, c'est quand il est descendu au-dessus, parce que lui, il m'expliquait comme quoi la discussion, lui, ça l'intéressait, parce que lui, il pensait qu'est-ce qu'il avait vécu, puis il trouvait ça, l'autre, il posait des questions, puis Joseph, fait qu'il a embarqué dans la conversation. Puis il me dit, franchement, il n'aurait pas fallu que ses patrons à l'époque aient su ça, parce qu'il s'est sorti dehors. Ça, il était très conscient de ça. Alors, quand il est descendu, puis lui, il a vu débarrer la porte pour rentrer l'autobus, c'est pas une grosse... On parle pas des autobus de Montréal ni de Laval, on parle des petites municipalités. Alors, c'est des petits autobus aussi, là, moi je les connais. Alors, puis là, il s'est aperçu que le monsieur était plus là, puis il a regardé en arrière l'autobus, il a bien vu. En tout cas, c'était étrange. C'est leur histoire, c'est sûr, hein, c'est leur histoire. Il y a des histoires comme ça, il y en existe tout le temps, même dans la littérature fantomatique, là. Il y a des gens, là, souvent, là, ils vont te raconter une histoire comme, ils vont rencontrer une personne, puis d'un coup, la personne, après avoir raconté son histoire, elle est descendue, elle s'en va dans la nuit, elle s'évapore dans la nuit, tout simplement, puis s'aperçoit que c'était peut-être quelqu'un qui était déjà décédé, là, exact, oui, c'est une histoire. Ça arrive souvent, là, des phénomènes de hantise, c'est comme ça, des gens qui hantent des endroits physiques à tel endroit où ils faisaient toujours le même parcours, puis qu'à un moment donné, c'est ça, puis ça s'imprègne dans le temps, et on appelle ça de la précognition, ou en anglais un time slip qu'on appelle, là, les gens faisaient toujours la même chose, puis ils se sont trouvés, mais le problème, c'est qu'il y a eu une interaction entre les deux, c'est ça qui est le problème. Tu sais, quand il y a une interaction entre les deux, donc, c'est difficile à penser que ce serait un phénomène juste d'enregistrement ou un phénomène comme on dit, un phénomène d'automatisme de conscience. Le gars, il a débarqué de l'autobus. Oui, absolument. On voit les portes. Moi, j'aimerais revenir sur l'enfant. C'est que j'ai ce dossier-là, je le connais un peu, puis il me semble que les personnes, le couple comme tel était il y avait des problèmes côté de fertilité. Oui, exact. Il me semble que c'est pas longtemps après ça que j'ai entendu. Oui, ça arrive quelquefois, ça. Hein? P.C. Godfrey, là, en Angleterre, c'est un policier, puis il avait été, il prétendait avoir été enlevé par des extraterrestres, puis lui, il avait eu une opération qui l'avait rendu stérile. Puis peu après son opération, peu après son observation, son enlèvement, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que sa femme est devenue enceinte. Puis lui avait juré qu'il était resté stérile, le docteur. Puis là, quand il est retourné voir le médecin il a dit, ah non, tu es plus stérile, c'est pas stérile. Après son observation pour son enlèvement, c'est arrivé, ça. Ouais, c'est quand même comme ça. C'est quand même étrange. Oui, vas-y. Est-ce que tu le sais, c'est-tu elle qui avait un problème de stérilité, ou donc c'était lui, ou donc c'était les deux? C'est qu'est-ce qui était étrange, qu'il n'avait pas trouvé rien, ni à un, ni à l'autre. Mais, j'essaie de lire de mémoire, là, je pense que Joe m'avait dit qu'il y avait c'est peut-être du côté à Joe. Parce que Joe, mais je peux pas confirmer à 100%, là. Faudrait que, si jamais Joe m'appelle, là, je pourrais lui en parler. L'autre a essayé, mais il était pas capable d'avoir d'enfants. Ouais, à plusieurs reprises. Là, plusieurs reprises, on comptabilisera pas. Mais je vous répète ce qu'ils m'ont dit. Ils ont essayé, plusieurs fois, puis ça n'a pas fonctionné. Et, sans savoir pourquoi, quand ils ont eu cette fameuse expérience-là. Parce que vous en souvenez, ceux qui étaient là au SPDQ, elle a vraiment expliqué le tige qui rentrait, la dimension toute, là. Puis ça il faisait mal. Le test amniosynthèse, tu veux dire? Ben, peut-être. Comme BCL. Ça ressemble à ça, ouais. BCL, c'est ça, c'est une aiguille qui se rentrer apparemment dans le nombril. Ah non, c'est pas ça, c'est vraiment dans une partie intième. C'est un tube. C'est pas pareil. Puis le tube qui est rentré dans le vagin, elle dit qu'il y a quelque chose qui est rentré dans le tube. C'est comme un espace, tu sais, pour ouvrir, puis il y a quelque chose qui rentre dedans, dans le tube, qu'elle a vu rentrer. Puis là, elle a senti weirdo, vraiment bizarre. Comme un cathéter, là. Ouais, style, tu sais. Fait que c'est assez étrange qu'elle soit quand même, qu'elle décrive ça de cette façon-là.
Tu sais, parce que jamais, Joe m'a dit que c'est la première fois qu'il entendait ça, là, quand on lui a fait entendre cette partie-là. Puis moi, je parlais, je parlais avec Joe aujourd'hui, je sais pas si, mais je parlais avec Joe, puis il fallait pas, parce que sa femme ne voulait absolument rien savoir, ne voulait pas du tout que le fait de cette interprétation, comment j'appelle ça, cette manipulation-là des extraterrestres aurait fait en sorte qu'elle aurait conçu l'enfant. Elle ne voulait pas savoir ça. C'est déjà compréhensible, là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, d'après moi, elles vont peut-être garder ça dans leur tête comme une forme d'histoire. Tu sais, c'est un beau couple, un superbe beau couple. Fait que, moi, je lui souhaite le meilleur, c'est sûr, là. Je n'en parle plus, je le contacte plus. Mais, comme je vous disais tantôt, Jonathan et Sarou Cynthia, c'est pas grave, ils verront, ils feront jamais ça. Ils peuvent m'appeler de temps en temps. T'sais. Mais le fait d'avoir enlevé ça du site web, ben, ça va faire poser une question de tout le monde, tu sais. Encore plus. J'aimerais revenir, Gilles, sur le Men in Black, en parenthèse. Hein. Ouais. Non, on va l'appeler comme ça parce que on sait pas. Ouais, c'est justement, ouais. Joe, lui, s'est rappelé de ça sous hypnose? Non. Non, okay. C'est que il s'est rappelé de ça, c'est quand, je sais pas comment ça s'est donné, c'est qu'il m'appelle, il dit, Gilles, je te parle, il y a quelque chose qui m'est absolument revenu. Puis, lui, il a les hommes en noir, là, il connaît ça, pantoute. Il a jamais nommé l'homme en noir, il a jamais rien dit, il a simplement conté son histoire. Tu sais, ben, nous autres, on l'appelle comme ça parce qu'on sait pas quel nom il donne pour l'instant. Alors, quand il était venu à une des régressions, il accompagnait Cynthia, mais il restait pas, lui, à la régression. Il restait dehors, ou en haut, pour faire des contaminations. Mais là, il m'avait dit, Gilles, je me souviens de quelque chose qui était vraiment étrange. Ça s'est passé quelque temps après son observation, un mois, même pas tout à fait un mois, parce qu'il s'est pas encore l'hiver. Donc, là, il m'a conté ça. Oh, le peu là, ça a été vraiment, là, on l'a pas compté à sa conjointe, elle n'a jamais rien dit. Mais c'est quand même étrange que ça, elle soit arrivée, telle quelle. Mais ça fait partie du monde ufologique avec ses mystères, et c'est toutes ces choses. C'est juste une coïncidence aussi, deux histoires séparées, deux épisodes différents, tu sais. Un n'est pas longtemps après l'observation. Ouais. Beaucoup, des années avant les régressions, ça n'a pas rapport. C'est vraiment la même année que l'observation qu'ils ont eue et la lumière. Ça peut être deux épisodes séparés, tout simplement. Ah, peut-être. Oui, peut-être qu'ils sont pas reliés. Là, absolument, ça peut être ça. Alors, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Le mois prochain, on va vous parler de d'autres cas. Ici, on va avoir la chance de parler du cas de la croche. Et on vous revient à... Bon, et voilà de retour sur l'auditeur pour entamer la dernière partie de l'émission. Et comme promis, on va vous parler de paranormal. Paranormal dans le sens que on va parler de nos cas qu'on a vécu personnellement. Moi, je dois vous dire que il y a de cela plusieurs années, et encore plusieurs années, non mais quand même, j'avais commencé j'ai toujours été intrigué par comme plusieurs d'entre nous, le paranormal, mais aussi dans le paranormal, le phénomène d'antise, le poltergeist, des choses semblables à ça, ça m'intéressait beaucoup. Et j'avais dans la famille, en fin de compte, la réputation était faite, s'il y avait quelque chose, ben on appelait Gilles, puis il va venir voir qu'est-ce qui se passe. Ça n'a pas été, au début, c'était très tranquille. Mais un jour, j'étais dans un chalet au lac des Plages, et on reçoit un téléphone quelqu'un qui est membre de la famille, qui me dit, oui, Gilles, il se passe des choses bizarres dans un village à Notre-Dame-de-la-Paix. C'est vraiment weird. C'est une petite fille qui fait des choses absolument
étrange, on connaît pas ça, puis on voudrait que tu viennes voir de quoi il s'agit, vu que c'est pas bien. Notre-Dame-de-Paix, d'où j'étais, avec des plages, c'est 2 villages plus loin. Fait que donc, j'ai dit, OK. Je demande à mes 2 beaux-frères que j'aime pas être seul dans ces cas-là. Et tout ça, forme d'enquête, c'est tout préférable d'être plus qu'un. Alors, je demande à mes 2 beaux-frères, Roger et Lucien, les gars, ça vous tente-tu de venir avec moi? On va rencontrer des petites filles, il semblerait qu'il y aurait des dons. Il y a une histoire spéciale, là, qu'on va apprendre sur place. Alors, mes 2, oui, on y va, parfait. Alors, on descend là. La personne, la cousine qui m'avait contacté, elle connaissait très bien les personnes, elle leur avait dit que, écoutez, mon cousin s'en vient, il connaît ça, il va discuter avec vous, il va parler avec votre fille. Tout ça avait originé surtout du fait que la jeune fille avait eu une chicane avec sa amie à l'époque, qui demeurait dans le même rang, mais un petit peu plus loin. Et lorsque la gamine est arrivée chez elle, en colère, elle était tombée comme une crise, mais chez sa copine, à l'autre maison, à du pied de là, la chambre de sa copine a commencé à virer à l'envers. Tout le monde, c'est sûr, était en panique dans la maison. Dans la maison où habitait la jeune fille en question, il ne se passait rien, mais dans l'autre, sa colère, c'est comme elle avait été transportée dans la chambre de son ami. Alors, on arrive là. On commence à parler avec les parents qui étaient là, tout ça. C'est une belle maison de campagne. Alors, elle dit, OK, on va descendre au sous-sol, puis on va discuter avec la petite. Je vais lui donner un nom, je me souviens plus de son nom. Mettons qu'elle s'appelle Liliane. Okay? Donc, on va descendre avec Liliane en bas. Puis, on va voir avec elle de quoi il s'agit. Je commence à parler avec elle. Elle dit, j'ai dit, écoute, ces choses-là, c'est quand même étrange. Puis, il fallait faire attention parce que la jeune fille, elle avait 11 ans. Là, elle me dit, j'ai dit, semblerait que tu es capable de faire des choses à distance, tu es capable de faire, elle faisait bouger des objets. Elle dit, oui, ça. Alors, j'ai dit, peux-tu nous donner un exemple de ça? Fait que là, elle commence à faire bouger ça le faire. Des petits, je peux pas les meubles, des bibelots qui avaient ces meubles, des choses comme ça. Alors là, je me suis dit que, ouais, c'est quand même très intéressant. Alors, on a décidé d'aller un peu plus profondément. Et un de mes beaux-frères, je crois que c'était Lucien à l'époque, lui avait demandé, est-ce que tu peux communiquer avec les morts? La jeune fille, elle le regarde, elle dit oui. Là, je dis, un peu. Quand tu communiques avec les morts, tu le communiques de quelle façon? Ben, elle dit, il y avait une table ronde. C'est bizarre, mais il y avait une table ronde. Elle dit, je mets la main dessus, puis vous posez des questions. Puis la table, oui, c'est un coup. Non, c'est 2 coups. J'ai déjà fait ça avant. Elle dit oui. Et bon, puis la raison pour laquelle mon beau-frère Lucien avait posé la question, c'est que tout simplement, il venait de perdre un de ses grands amis d'enfance, qui est un joueur de quilles qui était connu à l'époque, qui passait à l'émission de l'heure des quilles. Ceux sont assez vieux ou vieilles. Alors, il voulait savoir si c'était possible de contacter. J'ai trouvé ça quand même un peu bizarre. Moi, j'étais plus intéressé du phénomène de poltergeist que ça. Mais j'ai dit, écoute, OK, pas de problème. Alors, on s'est mis à l'entour de la table. Et il a posé des questions. Puis, je lui ai dit, Lucien, tu poses des questions que toi seul dois connaître la réponse. Mais moi, je me doutais, dans le sens, j'ai toujours pensé que le fait des réponses qui sont données par les tables comme ça ou d'autres outils, d'autres médiums, c'était peut-être plus le fait que mettons, on va prendre le petit fille en question, Yann, elle pouvait peut-être lire ou capter les pensées de la personne qui pose la question. Donc, en apprendre à connaître les réponses, les donner des réponses, avec peut-être une certaine force, faire bouger
la table de façon à ce que la réponse soit faite. Ouais, quelle que soit l'affaire, c'est que il pose des questions, elle lui répond oui ou non. Puis mon Lucien, absolument impressionné, blanc comme un drap, il dit c'est vrai, c'est ça les questions que je lui ai posées, c'est seulement lui qui peut savoir la réponse, c'est moi. Puis il a bien répondu avec oui ou non. Là, j'ai dit ok, c'est beau. Là, Lucien il un peu estomaqué. Il s'est retiré de la table, mais moi, j'ai décidé de continuer. J'ai dit, je vais essayer ça, cette affaire-là, pour voir si c'est vraiment vrai. Alors, moi aussi, j'avais un de mes bons grands amis, Pierre, qui était décédé d'un accident de voiture. Alors, j'ai dit, tiens, va faire venir Pierre. J'ai dit, moi aussi, il y a des informations que je connaissais, j'étais le seul à connaître. Puis avec Pierre. Alors, on y va, on part, encore la table. Pour des questions à Pierre, surtout l'accident, ça va se faire. Ça, des petites questions, mais aussi des questions pièges. Et à mon grand étonnement, les réponses étaient toujours exactes. Je dis, allons, ça fait moi. L'affaire, c'est que juste auparavant, j'avais oublié de mentionner que quand j'aurais demandé de faire, il y avait un piano, un grand piano, mais pas un piano mais un piano qu'on appelle le Scal, là. Puis j'avais dit comme quoi de me donner un exemple comme quoi tu peux faire bouger les choses. Sonner le piano. Moi, j'avais été voir le piano si c'était pas un piano mécanique comme mon grand-père avait chez lui. Absolument pas, c'était vraiment un vrai piano. Alors ça m'avait assez impressionné, puis j'avais ri. Je trouvais ça c'était de nervosité ou quoi, mais j'avais dit. Fait que là, j'étais assis, mais je retourne à ma table, là. Alors, la table, comme je vous dis, j'avais parlé à Pierre. Puis j'ai dit, bon, c'était fini. Là, je commençais à me poser de sérieuses questions. J'étais assis sur un, vous savez, des gros bidons de lait qui existaient auparavant avec un couvercle, avec deux poignées sur les côtés, qui est quand même assez haut, ça veut dire en métal. De 3 pieds. Comment? En métal. Alors, oui, en métal, effectivement, tu sais. Fait que j'étais assis là-dessus, ils avaient poussé sur le couvercle. Ça collait. Ben, j'ai dit, y a-tu quelque chose d'autre que tu peux faire? Ben, elle dit, attendez. Là, c'est comme qu'il était comme je sais pas en transe, quasiment. Là, je commence à bouger. Mon banc bouge. Je me tiens les deux mains. Je prends mes deux mains, c'est pogné. Je veux pas se tomber à terre. Ça commence à se promener, cette affaire-là. Ben, pas loin, là. L'affaire peut-être un pied, des affaires comme ça. Mais là, je vais tomber, puis là, ça brossait un petit peu. Mes deux beaux-frères, ils versaient à le camp. Je les comprends. Mais là, moi, encore une fois, je sais pas si c'est la nervosité ou quoi, j'imagine. Je riais. Là, elle dit, maintenant, il arrive. Je dis, voyons, vraiment, je trouvais ça bizarre qu'une petite fille de cet âge-là parle à un adulte comme moi, comme ça, mais en tout cas, je dis, voyons, pourquoi? C'est que, je me promets, je trouvais ça un peu, comme ridicule. Elle dit, ils aiment pas ça. Qui ça aime pas ça? Les esprits, ils aiment pas ça. Vous riez d'eux autres. Voyons, donc, je dis pas d'eux autres, je ris parce que, tu sais, là, je repars à rire parce que je trouvais ça niaiseux. Elle dit, arrêtez! Là, ben, en disant ça, il y avait une petite table. Vous savez, à l'époque, il y avait un genre une petite table avec un banc. On mettait le téléphone à côté de la petite table. Tout ça était relié ensemble. Mais là, il n'y avait pas de téléphone là-dessus. Il y avait seulement quel genre de biblio. Mais ça, c'est à peu près je dirais à peu près à 15, peut-être 15 pieds de moi. C'était à côté au mur. Ça part, ça. Ça s'en vient vers moi. Je me jette à terre. Ça arrête bien raide. Ben, ça m'aurait touché facilement. J'étais resté là. Elle dit, je vous l'ai dit d'arrêter, arrêtez. Elle dit, j'arrête. Là, j'ai dit, mes deux beaux-frères étaient quasiment dans les marches. On était au sol. Puis là, t'es parti, il n'a plus rien savoir. Là, j'ai dit, OK. On arrête tout ça. Là, la jeune fille, elle s'est reprise, là. Tu sais, elle était beaucoup plus, aimable, là. On est monté en haut. Là, c'est fini. Rendu en haut. On parle avec les parents, j'ai peut-être pas été correct, parce que j'ai commencé à rire. Elle dit, il faut pas la fâcher. Mais moi, j'ai dit, il faut pas les fâcher les autres non plus.
Ça, il attend. Mais là, la mère a dit, Liliane, montre à monsieur Agile, toujours aujourd'hui, monsieur Milo, mais ils m'ont dit que la table, c'est une table des fracos. Vous connaissez ça, je sais pas si je le prononce bien, là, mais des grosses tables de bois, là, solides, d'à peu près à 7 pieds de long, là, 7 pieds, là. Gros bois. Fait que, la petite fille, elle se met au bout de la table. Là, les parents sont là, tout le monde est là. Elle met les deux mains au bout de la table, à plat. La table lève d'un bord. Mais elle lève. Là, je regarde ça. Oh boy. Je m'en vais en dessous de la table. Je veux voir si c'est pas un truc en quelque part. Il y a rien. Fait que je sors. Mais une chose, on finit, on s'en va. Mais il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner, c'est quand mon beau-frère Lucien a parlé à son ami Luc, qui était décédé, Lucien dit, j'aimerais ça que tu me donnes un signe comme si c'était bien toi, c'est pas quelqu'un d'autre. Parce que moi, j'ai toujours, personnellement, douté que c'était vraiment des gens à qui on s'adressait, là, c'était vraiment eux, là, maintenant. Écoutez, venu au chalet, la fille, avant de partir, la fille a dit, il va vous faire un signe. Non. Tout ce que vous avez entendu sera perdu dans votre subconscient.